D'ici quelques années, il y a de fortes chances que ce qui vient de se passer dans l'univers économique mondial soit enseigné dans les livres d'histoire de tous les lycéens. Nous venons de faire face à deux événements qui risquent de changer à tout jamais l'histoire du dollar américain, mais également de l'économie mondiale. Ces événements marquent un tournant majeur et vont avoir un énorme impact sur l'inflation, la dette et plus particulièrement sur les comptes des particuliers. Alors reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tous les enjeux économiques et géopolitiques qui viennent de se passer en début d'année 2024 avec ces événements bien particuliers et surtout comment toi de ton côté tu peux en tirer profit ou au moins te protéger pour ne pas te retrouver à voir ta fortune baisser drastiquement. La première chose à voir, c'est la place du pétrole dans les échanges internationaux, dans l'économie mondiale. Si tu prends toutes les matières premières, le blé, le soja, le cuivre, le pétrole, il y en a une qui est vraiment en haut du lot, c'est le pétrole, parce que le pétrole, c'est l'énergie. Aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux, on peut parler d'énergie verte, etc. Le pétrole a une place prédominante dans l'énergie qui est consommée tous les jours dans le monde, que ce soit pour les voitures, pour fournir également de l'électricité, etc. Le pétrole est extrêmement important. Donc sans pétrole, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire grand-chose, on est vraiment embêté. Et une économie, elle repose sur son énergie. C'est-à-dire si un pays n'a pas d'énergie, il n'est pas capable de produire. Si tu veux faire tourner des centrales électriques, tu as besoin d'énergie. Si tu veux tourner des industriels, fabriquer des moteurs de voitures, fabriquer quoi que ce soit, avoir de l'électricité chez toi, tu es obligé d'avoir de l'énergie. Donc c'est un produit qui est indispensable partout dans le monde. On en vient donc aux États-Unis. Contrairement à la France, qui est connue mondialement pour le luxe, la mode, le vin, le champagne, etc., l'Allemagne pour ses moteurs, ses voitures et son industrie, la Chine pour être l'atelier du monde, le Japon pour ses technologies ou encore le Brésil pour sa culture, pour le soja, les fruits, les légumes, etc. Les États-Unis n'ont pas un domaine particulier pour lequel ils sont reconnus, si ce n'est la finance et le dollar. Grâce à leur politique et à leur armée surpuissante, ils ont réussi à avoir des traités pour que tous les pays du monde aient un intérêt et un avantage à avoir du dollar dans leur compte en banque. Et ça, ils ont réussi en mettant en place ce qu'on appelle le pétrodollar, ce qui signifie que toutes les transactions qui se font sur le pétrole doivent être faites en dollars. Donc si par exemple la Russie vend du pétrole à la France, ça va pas être en euros, ça va pas être en roubles, ça va être en dollars américains. Et donc ça veut dire que tous les pays ont intérêt à avoir du dollar dans leurs réserves s'ils veulent acheter de l'énergie, parce que sans énergie, ils ne peuvent pas faire tourner le pays, donc ils ont besoin de ce dollar pour acheter du pétrole. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, un des plus gros deals du pétrodollar qu'il y avait dans l'histoire et qui existe depuis plus de 75 ans entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis vient d'expirer. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite n'a pas renouvelé son contrat avec les États-Unis et a décidé d'accepter des transactions autres qu'en dollars pour vendre son pétrole. Et il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est un des principaux fournisseurs et producteurs de pétrole dans le monde. La deuxième chose qui vient de se passer, c'est que l'Arabie Saoudite, en plus de dégager les États-Unis pour ces transactions, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont plus faire transactions en dollars, ça veut simplement dire qu'ils acceptent d'autres données. Ils ont rejoint un projet qui s'appelle mBridge, qui est un projet de crypto-monnaie de banque centrale qui compte aussi la Chine, la Thaïlande et les Émirats Arabes Unis pour avoir une sorte de crypto-monnaie de banque centrale pour échanger entre eux plus rapidement et de façon plus sécurisée. Si tu t'intéresses au monde de la crypto-monnaie, tu sais que pour avoir une blockchain qui fonctionne, donc c'est la technologie derrière la crypto-monnaie qui permet de faire tout fonctionner, il y a trois piliers essentiels. Le premier, c'est la scalabilité, le second, c'est la sécurité et le troisième, c'est la décentralisation. Et les principaux problèmes, c'est que c'est très compliqué d'avoir les trois en même temps. En général, si on veut avoir de la sécurité et de la scalabilité, on risque de mettre de côté un petit peu la décentralisation. Si on veut être décentralisé et scalable, on risque de mettre un peu de côté la sécurité. C'est très compliqué d'avoir les trois en même temps, c'est le gros challenge, on va dire, de la blockchain. C'est d'ailleurs pour ces raisons, par exemple, que quand les marchés crypto-monnaies sont très hauts, on peut voir que sur la blockchain Ethereum, par exemple, les frais vont augmenter. C'est-à-dire qu'en règle générale, dans l'année, tu payes 10 € ou 5 € pour faire une transaction en Ethereum, envoyer un Ethereum d'une adresse à une autre. Quand on a beaucoup de demandes, quand il faut scaler, on ne peut pas vraiment scaler. Et donc, du coup, tu te retrouves au lieu de payer 10 € à payer 200 € pour la même transaction. Et donc, le projet mBridge, qui regroupe, comme j'ai dit, la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Thaïlande pour le moment, d'autres pays vont sans doute rejoindre. Et ils ont décidé de se concentrer sur la scalabilité, sur la sécurité, mais pas la centralisation. Et ça, c'est parce que la Chine est dedans et la Chine aime contrôler sa population. Le fait que ce soit centralisé,
décentralisé, ça signifie qu'il y a une entité au milieu qui va contrôler toutes les transactions. Par exemple, quand tu fais un transfert de ton compte en banque à un ami, eh bien, tu envoies la note de transfert à ta banque prend l'argent de ton compte et l'envoie sur la banque de ton ami. Avec la crypto-monnaie, tu as ton adresse Ethereum, il y a l'autre adresse Ethereum ou Bitcoin ou Solana, peu importe. Tu fais la transaction et hop, ça va directement dans le compte de ton ami sans passer par une entité qui contrôle tout ça. Eh bien là, l'entité qui contrôle tout ça, alors ce ne sera pas la Chine forcément, c'est cette alliance de pays, mais la Chine veut être au milieu pour pouvoir contrôler toutes les transactions. Alors si ce projet mBridge arrive à toucher une vaste majorité des pays et beaucoup de personnes dans le monde, ça va être deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des personnes que ça va vraiment aider, qui peuvent pas avoir accès au compte en banque, qui payent extrêmement cher leurs transferts internationaux, plusieurs centaines de dollars juste pour transférer 500 $, ils vont payer 100 $ de frais. Et bien là, ça permettra de réduire drastiquement les frais et de faire transiter l'argent facilement. La deuxième chose, qui elle est moins plaisante, on va dire, c'est que, étant donné que la Chine est friande de contrôler la population, on peut s'imaginer qu'il pourrait refuser à certaines personnes de faire certaines transactions. Refuser des transactions pour certains éléments en particulier. Admettons que, je sais pas, on parle beaucoup en ce moment de mettre une sorte de taxe écologique. Si toi, t'aimes manger de la viande rouge, qui apparemment, selon les écolos, pollue beaucoup, eh bien, si t'as consommé plus d'1 kilo de viande cette semaine, tu pourrais avoir très facilement une restriction pour consommer 1 kilo de viande la semaine d'après. On pourrait te dire non, t'auras le droit qu'à 200 grammes. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention et qui peuvent s'arriver si cette crypto-monnaie de banque centrale arrive à se développer partout. Quels sont les dangers, principalement pour les USA? Alors, le premier, il est littéralement dû à la monnaie. Ok, aujourd'hui, en ayant la main mise sur les transactions, sur le pétrole, le dollar a une sorte de main mise sur son économie. C'est-à-dire que tout le monde a des dollars en circulation. Donc, c'est-à-dire que quand les États-Unis impriment 1000 milliards de dollars, c'est pas 1000 milliards qui sont injectés directement dans leur économie, mais c'est 1000 milliards qui vont pouvoir sortir de l'économie. Faut que tu vois la chose comme une sorte de ballon de baudruche. J'avais vu cet exemple sur un analyste américain, je me souviens plus du nom malheureusement. Faudrait que je le retrouve, je le mettrai peut-être en description si j'arrive à retrouver exactement son nom et prénom. Mais j'avais vu ça dans une interview où le mec il expliquait en gros, imagine un ballon de baudruche, ok, tu le gonfles, à chaque fois que tu souffles dedans pour le gonfler, c'est des dollars que tu as injectés dans l'économie. C'est l'équivalent des États-Unis qui injectent des dollars dans l'économie. Et il gonfle. Si tu le gonfles trop, il explose. C'est pas bon. Maintenant, quand tu as ton ballon de baudruche, tu es obligé de le tenir, de le pincer en haut pour pas que l'air s'en aille. Avec les États-Unis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En ayant la possibilité d'envoyer leur argent partout dans le monde grâce à ces deals en pétrodollars, bien, ils peuvent légèrement ouvrir la valve et en ouvrant cette valve, ils vont avoir des dollars qui vont sortir de leur économie pour contrôler l'inflation, pour éviter qu'il y ait trop d'inflation et ça va aller se répandre partout dans le monde, ces dollars vont se répandre. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a plus d'intérêt à avoir des dollars dans ces comptes, l'argent qui a été imprimé va rester dans le pays. C'est-à-dire qu'ils auront beau ouvrir les valves, l'argent ne sortira pas parce qu'ils n'auront plus cette valve qui leur permettait de faire sortir de l'argent. Donc si c'est le cas, la seule autre solution qu'ils auraient pour faire sortir de l'argent de leur économie, ce serait d'avoir des intérêts élevés. Donc en ayant par exemple des intérêts à 7%, et on va se dire, ah ouais putain, tiens, 7% de rendement sur mes dollars. Je veux des dollars. Et donc grâce à ça, ça ouvrirait la valve et ça ferait sortir de l'argent de l'économie américaine. Le problème avec ça, c'est que c'est pénalisant pour l'économie interne. C'est-à-dire que les entreprises internes, elles vont avoir du mal à faire des crédits parce que leurs intérêts vont vraiment augmenter et donc ça risque de faire des faillites, ça risque de ralentir drastiquement l'économie et d'entraîner une récession. Donc c'est pas aussi simple que ça et c'est un piège un petit peu assez casse-gueule d'avoir autant d'argent en circulation dans le pays et ça risque de poser problème pour le remboursement de la dette. Alors on va se dire ok, pourquoi pas, mais les États-Unis peuvent aussi faire une crypto-monnaie de banque centrale et regagner la confiance de tout le monde et que tout le monde utilise la crypto des banques centrales américaines. Alors le truc c'est qu'aujourd'hui les États-Unis ils tiennent ce discours, c'est-à-dire ils sont au point sur les CBDC, okay, sur la crypto-monnaie de banque centrale, ils veulent en lancer une, ils comprennent qu'il y a une opportunité, mais ils avancent pas vraiment. Et c'est presque à se dire quand on écoute les discours du président de la Federal Reserve, Jerome Powell, qu'ils ont soit un train de retard, soit qu'ils veulent cacher leur jeu, soit qu'ils ont l'impression de pas traiter ça suffisamment au sérieux et penser que c'est, on dirait, une sorte d'utopie du monde qu'il y a autour d'eux, et donc ça pourrait leur causer problème. Le truc sur lequel les États-Unis veulent jouer avec ça, c'est que eux ils veulent faire contrairement à la Chine, donc ceux qui disent, après est-ce que c'est de l'info, est-ce que c'est de l'intox, je ne sais pas, mais pour le moment le discours de Powell, c'est que s'ils veulent faire une crypto-monnaie de banque centrale, le challenge qu'ils veulent résoudre, c'est le fait que ce soit quelque chose de centralisé. Ils veulent trouver un moyen de le rendre décentralisé, comme ça les gens auront vraiment confiance dans ce système. S'ils y arrivent à avoir décentralisé avec une bonne scalabilité, une bonne sécurité, ils risquent d'avoir quand même la main mise sur ça et ça pourrait les sauver. Maintenant, on va arrêter d'être dans le pessimiste et dans tout va s'effondrer pour les USA. Il y a des datas qu'il faut regarder aussi et que les économistes, etc. oublient de mettre en avant ou alors ne veulent pas mettre en avant parce qu'elles vont quand même un peu dans la faveur des États-Unis et du dollar. La première chose, c'est que malgré l'alliance des BRICS, malgré ce retournement un petit peu dans ce nouvel ordre mondial, les États-Unis, ça représente toujours plus de 50% des réserves mondiales. Donc le dollar, c'est toujours plus de 50% des réserves mondiales. En second, on a l'euro.
Et le yuan chinois, une économie qui semble florissante, qui semble devenir de plus en plus importante de façon géopolitique et internationalement, ça représente à peine 3% des réserves mondiales, ce qui est ridicule, ce qui n'est rien. Donc aujourd'hui, le dollar va peut-être passer en dessous de 50% et avoir moins d'impact, mais ça reste quand même loin devant encore de tout ce qui peut se rejoindre. Et même avec les BRICS qui se rejoignent, ça risque d'avoir du mal à arriver au-delà des 5% de réserves mondiales. Deuxième chose, aujourd'hui les gens ont une extrême confiance dans le dollar américain, ok? Tu vas n'importe où dans le monde, tu peux échanger tes dollars américains très facilement. Les yuan chinois, c'est un petit peu plus compliqué. En fonction de certains pays, tu risques d'avoir des problèmes pour faire ça. Alors bien qu'avec tout le tourisme chinois, les pays sont au point avec ça, mais ce sera beaucoup plus simple pour toi d'échanger des dollars que du yuan chinois, que de la monnaie d'Arabie Saoudite, etc. Troisième point, c'est que les États-Unis, quand ils ont des contrats pour que des pays utilisent du dollar, etc., ils fournissent aussi leur système de défense, leur armée, leur protection. Et ça, c'est non négligeable parce qu'aujourd'hui, l'armée américaine, c'est l'armée la plus puissante du monde et c'est une armée qui a vraiment un poids international. Alors, ce point macroéconomique étant fait, comment toi, de ton côté, tu peux te protéger, tu peux faire en sorte de ne pas te retrouver piégé au milieu de tous ces conflits? La première chose, ça va être d'investir. Ne garde pas du cash parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si ce sera le yuan chinois, si ce sera une crypto-monnaie de banque centrale, si ce sera l'euro, si ce sera une monnaie africaine, si ce sera une monnaie sud-américaine, si ce sera le dollar qui dominera, on ne sait pas. Donc l'idée, c'est d'être diversifié. Alors te diversifie pas forcément en cash parce qu'avoir du cash, c'est rarement une bonne idée, surtout avec l'inflation, mais diversifie-toi avec des placements financiers intelligents. Par exemple, achète des actions, achète pourquoi pas des indices si c'est ça qui te plaît, mais achète partout dans le monde. C'est-à-dire essaie de t'exposer à différentes économies, de pas rester uniquement exposé à la France, aux États-Unis ou à l'Asie. On ne sait pas qui dominera demain, donc le mieux c'est de s'exposer un petit peu à tout le monde et aussi d'investir dans des multinationales, d'investir dans des entreprises qui font de l'argent partout dans le monde. Ça te permettra d'avoir une belle diversification et surtout de protéger ton argent. Ça peut potentiellement aussi être intéressant de se diversifier avec, pourquoi pas, un petit peu d'or ou de Bitcoin. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant, surtout si le Bitcoin devient de plus en plus adopté. Ça pourrait être un petit peu cette monnaie, entre guillemets, à l'heure actuelle c'est une monnaie de rebelle. Ça pourrait être cette monnaie qui soit de plus en plus échangée et qui ait de plus en plus de crédibilité. Donc avoir un peu de Bitcoin, c'est potentiellement un bon moyen de te protéger contre toutes ces vagues médiatiques et toutes ces vagues sur les devises mondiales. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur les entreprises qui versent des dividendes, qui sont des multinationales et qui sont sous-évaluées, je t'ai préparé une liste d'une vingtaine d'entreprises que tu trouveras en description, qui sont d'excellente qualité avec une faible niveau de dette. Le lien se trouve en description, tu peux y accéder gratuitement. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo en commentaire. Est-ce que tu penses que le dollar c'est fini? Comment tu penses que tout ça va évoluer? Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao ciao!